RTT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi. Au sommaire, la rentrée diplomatique 2022-2023, défis sécuritaires et stratégies de sécurisation de la sous-région face à la montée du terrorisme. Le Togo veut continuer à s'employer sur les questions de paix et de stabilité. Les journalistes sensibilisés sur les enjeux du numérique, objectif les amener à disposer de tous les mécanismes devant leur permettre de travailler de façon beaucoup plus professionnelle. L'étape des plateaux à suivre. Et puis la fête des Ignames célébrée ce jour à Guérin-Kouka et dans le goût, fête traditionnelle pour remercier les mânes des ancêtres, moment propice pour consolider la solidarité et la paix. La cérémonie a eu lieu à Guérin-Kouka en présence de Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe. Voilà pour les titres. Bienvenue. Succès diplomatique pour le Togo. 3 des 49 militaires ivoiriens, des femmes arrêtées le 10 juillet dernier au Mali, ont été libérées. Ceci grâce à la médiation du Togo. L'information a été donnée au cours d'un point de presse en présence des 3 parties et nous allons y revenir dans le courant de cette édition. Rentrée diplomatique, ce 2 septembre se fond de défis sécuritaires. Le Togo veut continuer à s'employer sur les questions de paix et de stabilité. Le pays joue sa partition et apporte à la mesure de ses capacités sa contribution face à la montée du terrorisme. Ulrich Amega. Sur fond de défis sécuritaires, un cadre de réflexion en réponse à la montée sans cesse du terrorisme et de l'extrémisme violent. Le corps diplomatique présent au Togo veut ainsi encadrer ses actions sur l'année à venir et définir ses axes stratégiques prioritaires dans sa vision de contribuer à la lutte contre le djihadisme. La question est préoccupante et appelle à un partage d'expériences pour une lutte plus aiguë à tous les niveaux. Dans la continuation de la vision du chef de l'État, la diplomatie doit être aujourd'hui au service de nos populations. Une diplomatie économique, pragmatique pour renforcer les capacités de la sous-région en termes de développement et en termes de lutte contre les défis sécuritaires qui sont les nôtres. Solidarité, paix et patriotisme sous-régional, c'est ce dont fait preuve le Togo dans sa stratégie sécuritaire. La Somalie est l'un des pays les plus touchés par le terrorisme. Aujourd'hui, plus que jamais orienté vers une stabilité, le pays est à même de proposer des pistes de solutions. Cette réunion est le lieu de voir comment essayer de faire face à ces défis de manière locale, de façon à ce que dans la sous-région, le problème soit réglé. 3 aspects doivent être pris en compte, l'aspect financier, l'aspect des groupes étrangers et l'aspect technologique. Les gouvernements doivent mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir essayer de traquer ces djihadistes, ces terroristes, en essayant de détourner leurs plans, leurs actions. Depuis novembre 2021, le Togo a été cible d'attaques terroristes répétées dans le nord du pays. Pour le chef de la diplomatie togolaise, professeur Robert Doucet, la prise en compte de la question sécuritaire à cette rentrée diplomatique devra désormais situer les uns et les autres sur l'importance de fédérer les énergies. Ceci pour une Afrique de l'Ouest et subsaharienne plus solidaire et plus engagée dans le maintien de la paix. Les journalistes appelés à plus de professionnalisme face aux enjeux du numérique et l'implication de nouvelles lois adoptées dans l'exercice de leur profession. La rencontre a permis de remettre au goût du jour des dispositions essentielles devant aider les médias à être toujours des vecteurs de paix. L'étape des plateaux, Sylvain Abdou.
Avec l'évolution du système numérique qui constitue à la fois une menace et un atout, les journalistes sont appelés à jouer efficacement leur partition, c'est-à-dire les amener à déceler les dangers liés à cet outil qui sert aujourd'hui de véritable moyen de communication. D'où cette formation sur les enjeux numériques et l'implication des nouvelles lois adaptées à la profession. Une manière de les outiller pour cerner tous les contours, mais aussi à s'approprier le nouveau code de la presse et de la communication visant à rendre plus professionnel le travail. Il doit également comprendre les dangers qui entourent ce numérique-là, même s'il reste un avantage, faut-il le rappeler. Il sera question de revisiter notre code de la presse et de la communication qui est très jeune parce qu'il date seulement de janvier 2020, mais il comporte des dispositions, de nouvelles dispositions sur lesquelles il y a toujours eu débat en ce qui concerne sa compréhension, notamment la fameuse question concernant les réseaux sociaux qui ne sont pas prises en compte dans le nouveau code de la presse et de la communication. L'une des thématiques, la cybersécurité. Il s'agit pour ces journalistes issus de la centrale et des plateaux de jouer leur rôle dans la promotion de la cyberespace en communiquant sur les mauvaises pratiques pour davantage contribuer à la paix et à la sécurité sociale. On a besoin de leur apport, de leur contribution afin de relayer auprès des administrations, des entreprises et même des citoyens les menaces et les risques liés à l'utilisation des outils numériques. Aujourd'hui, le Togo est en train de rentrer vraiment de façon assez prononcée dans un processus de digitalisation de ses services. Et donc, les menaces et les risques d'attaque vont s'accroître avec l'utilisation de ces outils numériques. Donc, nous voulons demander aux professionnels des médias que vous êtes d'accompagner les populations sur les risques et les menaces. Plusieurs thèmes ont été développés, entre autres la démocratie numérique et la participation citoyenne, des thèmes autour desquels beaucoup est attendu de ces hommes des médias. Comment ils peuvent participer à la construction d'une démocratie complète, même à travers le numérique. Il est attendu d'eux aujourd'hui de prendre connaissance ou de prendre conscience des dangers qui peuvent être véhiculés sur les réseaux sociaux notamment et de la facilité avec laquelle ces messages attentatoires à la paix et à la cohésion sociale peuvent circuler. Atapamé marque donc la dernière étape de ces séries de formations qui ont également eu lieu à Lomé-Akara. Un engagement pour davantage susciter l'implication des journalistes dans la promotion de la paix et du développement. Intéressons-nous maintenant à la météo et la diffusion des résultats provisoires agro-hydroclimatiques au sud Togo. Les agriculteurs sont orientés sur les dates de début et de fin de saison. Elia Gbanyadao nous en dit plus. Qui a l'information a le pouvoir, dit-on communément. La Direction générale de la météorologie donne le pouvoir aux agriculteurs pour s'adapter aux variations pluviométriques actuelles. Souvent, on est à l'écoute de la météo pour nous donner des informations et c'est ça qui nous permet de suivre notre culture. On se prépare et pour s'adapter aux changements qui perturbent parfois nos cultures. Le terrain est déjà sarclé. Donc, nous attendons seulement cet atelier pour voir quand est-ce que nous allons commencer à semer. Météo Togo continue de diffuser les résultats de ses prévisions saisonnières. Ça y est, c'est la petite saison des pluies au sud Togo. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la saison qui s'est annoncée au niveau des cultivateurs? Je pense que nos amis producteurs doivent privilégier les cultures qui sont à cycle court. Environ 80-90 jours, ça serait très bon. Il faut également privilégier les cultures qui résistent au manque d'eau, étant donné que la saison, les longues pauses de sécheresse seront observées au cours de la saison. En ce qui concerne la zone sud, de Blita jusqu'à la côte, c'est que les cumuls pluviométriques seront globalement normaux. Donc, sensiblement égal à ce qu'on a l'habitude d'observer. Chaque jour, la direction de la météorologie nationale fait des prévisions et avec ces prévisions également, ils peuvent prendre des décisions. Quelqu'un qui a prévu aller par exemple faire du traitement phytosanitaire, si le monsieur, on lui dit qu'il va pleuvoir, je pense qu'il ne va pas aller faire le traitement. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont aujourd'hui une évidence qui conditionne les activités humaines. Les activités agricoles mal aiguillonnées ont causé bien de tort aux paysans.
Le changement climatique impose donc aux agriculteurs de nouvelles stratégies de semis. Des conseils leur sont prodigués dans ce sens. Exemple ici de cet agriculteur qui a déjà semé son maïs depuis le 15 août. Eli Agba-Niadao est allé à sa rencontre. Reportage. Abalo Kofi, agriculteur, vit de son champ depuis son jeune âge. Selon les données météorologiques, la petite saison des pluies commence avec septembre dans le sud. Cet agriculteur a semé ses graines de maïs depuis le 15 août. Il serait bien dans le nord. Aujourd'hui, l'on connaît de grandes avancées dans la diffusion d'informations pluviométriques et météorologiques au service surtout du monde agricole. L'on sait quand retourner le sol, quand semer et quoi semer. Une belle collaboration dans la résilience face au changement climatique. Les changements climatiques constituent un phénomène mondial et qui affecte le producteur. Donc lorsqu'on lui dit déjà avant la saison de la pluie que la saison va démarrer soit tardivement ou précocement, il est à même de prendre les dispositions idoines. Imaginez quelqu'un qui met sous terre une semence et avant la fin de la saison, avant que la semence ne fleurisse, la pluie a cessé. Donc quand il prend en compte l'information climatique, il prend la décision de mettre telle ou telle culture. Quand il prend en compte l'information climatique, il essaie d'éviter s'il y a inondation ou d'éviter s'il y a écoulement excédentaire au niveau des cours d'eau. Donc au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire ou ce qu'ils connaissent déjà, il faut ajouter l'information ou prendre en compte l'information climatique. Le gars qui fait sa planification pour mettre en place son exploitation et il met en place et la saison finit et ça n'a pas produit. Vous êtes témoin avec nous de ce qui s'est passé au cours de la grande saison des pluies l'année passée où certains producteurs ont malheureusement perdu leur culture faute de pluie. Les gens qui avaient pris en compte cette information en avance devraient peut-être se préparer en termes d'irrigation ou en termes de techniques de conservation d'eau dans le sol. Abalo Kofi a déjà fait son champ. Il sait aussi qu'il y aura des séquences sèches plus ou moins longues en début comme en fin de saison. Partons tout de suite pour le Mali, 7 ans après la signature de l'accord d'Alger, censé apporter la paix et la réconciliation au Mali. Cet accord piétine, les signataires se sont retrouvés à Bamako pour tenter de redonner vie à cet accord. Pour tenter de redonner vie à l'accord d'Alger, les signataires, à savoir les représentants des mouvements touareg et arabes, les groupes armés et le gouvernement se sont retrouvés vendredi à Bamako pour la première fois depuis 11 mois. Cette réunion du comité de suivi de l'accord a été une occasion de ramener les parties à la table de discussion. Un certain nombre d'observations ont été faites. Les commentaires qui ont été apportés par le représentant du gouvernement ont été satisfaisants dans la teneur et la tonalité. Et j'ai bon espoir qu'à notre prochaine réunion, nous enregistrerons des progrès encore plus significatifs. Ataï Agé Mohamed de la coordination des mouvements de l'Azawad a appelé à une traduction en actes des engagements pris par les différentes parties. Le gouvernement du Mali, les partis, ont une fois de plus réitéré l'engagement à œuvrer pour la mise en œuvre intégrale et consensuelle de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ceci est un message clé et fort, mais nous attendons des actes. 7 ans après sa signature, l'accord d'Alger piétine. Pour les plus optimistes, le dialogue serait la clé pour une sortie de cette impasse. Ce qui est plus important qu'on retient, c'est que toutes les parties maliennes se sont renouvelées une confiance mutuelle et sont dans la dynamique de s'accorder le bénéfice de la bonne foi mutuelle dans le traitement des questions.
Les parties prenantes s'étaient réunies en août en dehors du CSA pour arrondir les angles. Un accord d'intégration de 26 000 ex-rebelles avait alors été annoncé. L'ONU adopte une résolution historique pour les rescapés des violences sexuelles. L'Assemblée générale exhorte les États à prendre des mesures efficaces pour permettre aux victimes et aux personnes rescapées de violences sexuelles et fondées sur le genre d'avoir accès à la justice, aux voies de recours et à l'assistance. C'est une résolution qualifiée d'historique par les activistes qui a été adoptée ce vendredi par l'Assemblée générale des Nations unies et qui porte sur l'accès à la justice pour les rescapés de violences sexuelles. Le texte adopté par consensus exhorte les États à prendre des mesures efficaces pour permettre aux victimes d'avoir accès à la justice, aux voies de recours et à l'assistance. Pour Amanda Nguyen, qui se bat depuis 6 ans pour ce texte avec son ONG Rise, son adoption est un symbole puissant. Nous sommes là, nous crions, nous disons que notre viol compte et vous devez le reconnaître. Pour Amanda Nguyen, c'est la première fois qu'une résolution autonome reconnaît le viol en temps de paix. Avant son adoption, des pays ont tenté de faire modifier le texte. Le Nigeria, soutenu par l'Égypte, la Malaisie ou l'Iran, a notamment réclamé sans succès la suppression des références aux violences sexuelles au sein du couple. 3 professionnels de santé ont été placés en garde à vue cette semaine au Sénégal après le décès d'une femme enceinte et son bébé, dernier drame en date autour de l'accouchement et la maternité dans le pays. La presse a rapporté des circonstances terribles au cours de l'accouchement et la prise en charge par l'équipe médicale. Un gynécologue, un anesthésiste et un infirmier ont été arrêtés et placés en garde à vue au Sénégal pour le décès d'une femme enceinte et de son bébé. Selon le communiqué du procureur du tribunal de grande instance de la ville de Kédougou, une enquête a été ouverte pour des faits d'homicide involontaire et de complicité. Les faits sont survenus mercredi dernier dans le centre de santé de cette ville du Sud-Est. Selon le procureur citant un rapport médical, les manœuvres du gynécologue pour extraire le nouveau-né ont causé son décès et ont certainement provoqué une rupture utérine qui a immédiatement conduit au décès de la mère suite à une hémorragie externe et un arrêt cardiaque. Une forte négligence médicale, une incompétence notoire ainsi qu'un manquement manifeste aux règles élémentaires de la médecine ont été relevés, affirme-t-il. Mais ce rapport est contesté par le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou et secrétaire général régional du syndicat autonome des médecins du Sénégal qui avait appelé vendredi à la grève nationale pour soutenir leurs confrères. De plus, l'association des gynécologues obstétriciens a également dénoncé une arrestation abusive. Selon elle, l'équipe qui a pris en charge la femme enceinte et son bébé a eu recours à la technique obstétricale appropriée. Revenons en page nationale avec la situation sécuritaire au Togo au cours des 6 premiers mois de 2022. Elle reste toujours préoccupante d'après le bilan dressé par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les faits criminels ont coûté la vie à plusieurs personnes et les accidents de la route encore plus. À propos justement, les usagers sont appelés à respecter le code de la route. Norbert Aguedanou et Liagba Niadao. 3818 accidents enregistrés au Togo au premier semestre 2022. Des accidents de circulation qui ont tué 347 personnes et occasionné des milliers de blessés. Le non-respect des feux tricolores, l'excès de vitesse, l'alcool et le téléphone au volant restent les principales causes de ces accidents routiers. Les usagers eux-mêmes en sont conscients. Le respect du feu rouge est très important dans la circulation, puisque nous tous nous sommes des usagers de la route et chacun va à ses occupations. Lorsqu'il y a le feu rouge, 1 seconde suffit pour que lorsque tu violes le feu rouge, qu'il t'arrive quelque chose de grave. Donc le respect est très scrupuleux pour que tout usager de la route respecte le feu rouge afin que tout le monde circule dans la paix et dans la tranquillité. Je lance un appel à tous les conducteurs de Olé de respecter
la circulation de la route, de respecter les feux tricolores, puisque nous avons reçu la formation avant de prendre la moto au lait. Ils emportent des vies et rendent invalides à vie. Ces accidents peuvent pourtant être évités. C'est nécessaire à tout le monde d'apprendre le code. Et pour éviter les accidents, il faut à chaque fois que ceux qui roulent en voiture laissent leur téléphone portable et respecter aussi la vitesse qui est conseillée à tout le monde. C'est l'ignorance du code qui fait qu'ils roulent à cette vitesse-là. Si seulement eux aussi savaient la moindre chose par rapport au code, je pense qu'ils pourront aussi respecter le code. En ville, la vitesse conseillée à tout le monde, c'est 50 km/h et en race campagne, c'est 90 km/h. Les motos qui se faufilent entre les véhicules pour pouvoir violer le feu rouge, à ces motocyclistes, je leur conseille de respecter le feu. Parce que le respect du feu nous épargne déjà des accidents. Donc, dans ce sens, il n'y a rien qui nous pousse à aller rapidement. La patience est la meilleure des choses dans la circulation. Le respect du code de la route doit être l'affaire de tous. Un combat pour éviter de tristes bilans sécuritaires chaque année. Succès diplomatique pour le Togo. 3 des 49 militaires ivoiriens, des femmes arrêtées le 10 juillet dernier au Mali, ont été libérés. Ceci grâce à la médiation du Togo. L'information a été donnée au cours d'un point de presse en présence des 3 parties. Sandra Diabé. Sans l'intervention du Togo. En effet, grâce à la médiation togolaise du président de la République, Faure Essouzina Gnassingbé, 3 soldats féminins du groupe des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali ont été libérés. Le ministre directeur de cabinet du président ivoirien Fidel Sarr Soro reste confiant pour l'issue de cette affaire et s'engage à respecter les procédures. 49 soldats ivoiriens déployés au Mali ont été interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako au motif que leur arrivée sur le sol malien n'avait pas fait l'objet de notification ni d'autorisation préalable. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Enfin, afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Le Togo se réjouit de cette avancée et félicite les 2 pays pour leur engagement dans la résolution diplomatique de ce dossier pour une paix durable entre les 2 pays. Je voudrais une fois de plus vous remercier au nom du président Faure Gnassingbé et surtout vous annoncer que le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se réjouit que le président
Assimi Goïta ait accepté de libérer en guise d'un geste humanitaire 3 prisonniers sur les 49. Donc 3 soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Les discussions avec les autorités maliennes vont se poursuivre pour la libération des autres militaires ivoiriens en détention. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, se félicite de ce dénouement partiel. Nous l'annoncions en titre, c'est la fête à Guérin-Kouka, la fête des Ignames. Elle marque le début d'une nouvelle année en pays Bassar et Konkomba. Dupontre et Ndak donnent l'occasion aux natifs du milieu d'apprécier le fruit de leur labeur et d'en offrir les prémices aux dieux et aux mânes des ancêtres en signe de reconnaissance. C'était en présence de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Nestor Mouzou. Retrouvailles annuelles des Bassar et Konkomba ce premier samedi du mois de septembre à Guérin-Kouka en présence du chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbe, venue pour rehausser l'éclat de la fête. Les Bassar et les Konkomba, qui partagent un même espace géographique, ont aussi les mêmes réalités culturelles et culturales. Comme d'autres peuples au Togo, les Bassar et les Konkomba sont essentiellement des agriculteurs. Ils cultivent un peu de tout, mais l'igname occupe une place de choix. Ce tubercule est célébré en début de moisson. Dupontre Nidak, fête des Ignames dans le Grand Bassar, n'a pas été célébrée en 2020 et 2021, Covid-19 oblige. Les peuples Bassar et Konkomba se réjouissent de la reprise des manifestations culturelles. La fête des Ignames est une fête ancestrale qui permet aux fils du Grand Bassar de se retrouver pour réaffirmer d'une part leur identité culturelle et d'autre part dire merci aux grands dieux et aux mânes de nos ancêtres pour la fertilité de nos sols et l'abondance de nos produits agricoles. Pour les étrangers, elle permet de découvrir notre économie et nos sites touristiques, notre climat et notre valeur traditionnelle, bref, notre vécu quotidien. À chaque édition, son thème. La fête des Ignames dans le Grand Bassar de cette année est placée sous le thème de Dupontre Nidak, facteur de cohésion socio-économique et du développement culturel. Dupontre Nidak est un rendez-vous culturel, un moment de recueillement, de réflexion sur les problèmes spécifiques au peuple Bassar et Konkomba. C'est d'ailleurs le contenu du thème de cette édition libérée, Dupontre Nidak, facteur de cohésion socio-économique et de développement culturel. C'est un thème dont la pertinence suscite les réflexions profondes et riches pour les perspectives du Grand Bassar. Le porte-parole des populations a relevé qu'en matière de développement, le Grand Bassar a bénéficié et continue de bénéficier de nombreuses réalisations. Permettez-moi, Excellence, Madame le Premier ministre, de rappeler quelques-unes des nombreuses réalisations du président de la République dans le Grand Bassar. 2 grands ouvrages de franchissement. Je parle bien du pont Bgatili à Djabougnon ici et du pont Koumongou qui nous rallie aux autres préfectures sœurs. Et en bitumant les voies principales connectant d'une part Skodé Bassar et d'autre part le Grand Bassar et la région des Savanes, facilitant ainsi la circulation des personnes et des biens vers les pays de l'Interland.
De Pointe-Nidak, ciment entre les peuples Bassar et Konkomba. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, le ministre de la Culture et du Tourisme a convié ces deux peuples à maintenir et à renforcer leurs liens de solidarité et d'union. Mesdames et messieurs, Pointe-Nidak, fête des Ignames dans le Grand Bassar, est un vibrant témoignage de l'union entre le peuple Bassar et Kokomba. Il s'agit d'une fête à la fois d'essence agraire et à vocation spirituelle. En effet, au-delà des réjouissances populaires, elle est l'occasion annuelle de requérir l'autorisation des divinités pour goûter à la nouvelle Igname, d'où l'expression de Pointe-Nidak. Le thème de cette année nous interpelle personnellement parce qu'il allie la célébration à la culture, véritable socle du développement, en ces termes, je cite, de Pointe-Nidak, facteur de cohésion socio-économique et du développement culturel. Ce thème s'inscrit également et très fortement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, de faire de la culture la sève du développement endogène. Le chef de l'État vous invite vigoureusement à œuvrer inlassablement et quotidiennement de concert avec vos autorités locales à ne laisser aucune faille d'entrée au terrorisme et aux extrémismes de toutes sortes dans votre belle localité. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons ensemble bénéficier des fruits du développement du Grand Bassar et continuer de célébrer populairement la fête de Pointe-Nidak. Le Premier ministre, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale et d'autres personnalités ont été conviés à la dégustation des mets préparés à base de la nouvelle Igname avant de quitter Guérénkouka. Célébré de façon rotative, c'est la préfecture de Bassar qui va accueillir l'édition de 2023. Samedi de fête également dans Logo, les filles et fils de cette préfecture célèbrent aussi la fête des Ignames au Donchou est marquée par des cérémonies spirituelles et traditionnelles dédiées à la terre nourricière. Et nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le concert party Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Gnassingbé. Très belle soirée à vous.